Nouvelle loi adoptée sur la chefferie traditionnelle. Que comprendre? Dans cette émission spéciale, nous allons recevoir Bernard Dossa Copé qui va nous décortiquer ce thème. Et Bernard Dossa, bonjour. Bonjour, monsieur Eric Kouchiko. Merci d'accepter l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Amis internautes de Royal TV Bénin, salut et bienvenue. Faisons un tour au service commercial. Bonne nouvelle! Les laboratoires de Suyovo vous offrent désormais de bons remèdes apaisants, antidouleurs et déstressants. Il s'agit du thé Tikosi, un thé 100% naturel, donc bio. Fait à base des plantes médicinales, ça apaise les douleurs dans les arthroses, les rhumatismes articulaires, la drépanocytose, les traumatismes osseux et lutte également contre le stress tout en facilitant le sommeil. Pour plus d'informations, veuillez contacter le plus 229 01 44 84 36 36. Avec le thé Tikosi, procurez-vous une santé meilleure et maintenez votre humeur toujours bonne. À nouveau, salut. La semaine dernière, les députés de la 9e législature ont adopté la loi sur la chefferie traditionnelle. Cette loi suscite plusieurs questions dans l'opinion nationale comme internationale. Et pour comprendre ce que veut dire cette loi, nous sommes en train de recevoir sur ce plateau Bernard Dossa Copé. À nouveau, Bernard, salut. Salut, monsieur Eric Kouchiko. Merci de vous présenter aux amis internautes de Royal TV Bénin. Je suis Bernard Dossa, nommé M. à l'état civil, conservateur des valeurs endogènes, auteur historien. Je suis spécialiste des questions de la mémoire et de l'histoire de l'esclavage. Merci beaucoup. La semaine dernière, les députés de la 9e législature, comme je l'ai dit tantôt, ont adopté la loi sur la chefferie traditionnelle. Je voudrais vous demander qu'est-ce qu'une royauté et d'où ses origines dans l'espace géographique Adja, Kéroun et Oyo. Lorsqu'on parle de la royauté, il s'agit d'un système qui choisit d'après la voix de l'oracle et une personne et qui consacre cette personne à la tête d'une chefferie traditionnelle. Et lorsqu'on parle de la chefferie traditionnelle maintenant, dans notre langue maternelle, on veut parler de cette entité sociétale dirigée par l'État. Donc, cela veut dire en dessous des rois qui sont des dadas, on a les da. Je m'explique. Avant que quelqu'un ne soit consacré au roi, cette personne doit être choisie par le collectif ou le collège des da. D'accord? Et c'est celui-là qui sera consacré dada. Donc les rois sont les dadas. Les rois sont des dadas, c'est-à-dire celui-là que l'ensemble, le collège des dadas ont consacré. Maintenant, par rapport à la chefferie traditionnelle, lorsqu'on va maintenant vers le pouvoir des dadas, les dadas sont des personnalités sacrées doté de plusieurs pouvoirs cultuels allant du pouvoir ancestraux vers le pouvoir universel, d'accord, qui joue un rôle prépondérant dans l'organisation sociétale, d'accord, à travers les cultes, les adeptes, les princes, les princesses, les prêtresses, les patriarches, et des athées, sinon tout citoyen confondu d'une société donnée. Ça veut dire, les dadas, c'est-à-dire les rois, peuvent prendre une décision politique pour la gouvernance de la cité, mais leur pouvoir exécutif
est constituée et promulguée, voire exercée par l'État. Ce qui veut dire que pour prendre des décisions, on a besoin des rois, mais pour exécuter les décisions, on a besoin d'État. Merci beaucoup. Alors, je disais tantôt, quelle est alors l'origine dans l'espace géographique d'une royauté des Adja, Kéroun et Oyo? Lorsqu'on parle de la royauté dans notre espace ici, il faut forcément remonter vers le concept de vie. Quand on dit concept de vie, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances connues, découvertes et connues par un peuple et qui lui sert un cahier de route, d'accord, un code de société. C'est cela qu'on appelle concept de vie. Et il faut remonter vers ce concept de vie pour distinguer le fa. Parce qu'on ne peut pas consacrer un roi, on ne peut pas choisir et consacrer un roi sans le fa. Il doit forcément avoir... Il doit forcément prendre part cette étape-là. Si cette étape est brisée, il n'y a pas royauté. Cette étape peut être politisée? Oui, ça peut être politisé, mais la plupart de ces rois qui ont été choisis politiquement ne durent pas sur le trône qui est cultuel et coutumier ou coutumière. Allez-y. D'accord? Et retenez que lorsqu'on parle du concept de vie, en remontant vers les origines de la royauté, dans nos coutumes, dans nos us, dans nos traditions, on a par exemple le Kpoli, le sommet du Kabi ici. On a le Kpoli ou les médias Zikpono Tonka ou Konka. Ces entités qui nous enseignent comment l'organisation sociétale peut avoir lieu et qu'au sein de cette organisation sociétale, les humains pourront se respecter suivant une hiérarchisation sociétale. Donc cet héritage, voilà là où nous, dans notre espace, à Djatado Kéroun, que nous pourrions aujourd'hui recadrer dans la modernité pour parler du Nigeria, Bénin, Togo et une infime partie du Ghana. Voilà comment nous avons réalisé, obtenu, nous nous sommes accaparés de cet héritage. Je voudrais vous demander, Bernard Doussa, couper la nuance entre la royauté et la chefferie traditionnelle. La nuance entre la royauté et la chefferie traditionnelle, c'est que c'est les différentes personnalités constituant le pouvoir de la chefferie traditionnelle qui siègent et désignent le roi. C'est cela la nuance. C'est-à-dire c'est l'ensemble des DA. Et quand on parle des DA, c'est les détenteurs, les réels détenteurs des pouvoirs coutumiers, des puissances coutumières. Ce sont eux. Parce que quand vous parlez de la royauté, il y a des sociétés secrètes qui sont derrière la royauté. Et quand vous ne connaissez pas, n'allez pas dire que vous voulez légiférer la royauté. Ah oui, la mode d'opération, le système exécutif, le système pénal derrière la royauté, ce système est cadré et défendu par des sociétés secrètes. Et s'il faut donner, par exemple, s'il faut donner des exemples, on pourra parler, par exemple, de la société secrète des Minona, la société secrète des Avancés, la société secrète des Rouillons, d'accord? Des Zapata. La société secrète des Rouillons, tout est dedans. Tout est dedans. D'accord? Et il y a même la société secrète des Angbétons, la société secrète des Egungun. Ça dit, on a toutes ces sociétés secrètes qui sont rangées derrière les DA, mais pas derrière les Dada. Parce que le roi ne peut pas parler de la chefferie traditionnelle. Le roi ne peut pas rentrer dans un couvent vaudou pour dire qu'il veut recommander les avancés, recommander les initiés. Non, mais il faut un DA pour jouer ce rôle. Quel est le rôle des Dada? Le rôle des Dada maintenant, c'est l'organisation politique de la royauté. J'explique. Quand je dis l'organisation politique, on suppose que
les Dada se sont réunis. On suppose que les Dada se sont réunis pour désigner un Dada. Ça veut dire lorsque nous allons rentrer dans telle saison, par exemple, le Dada peut inviter tous les Dada dans sa cour et leur dit, nous sommes dans la saison pluvieuse, mais il ne pleut pas. Et parce qu'il ne pleut pas, prenez les dispositions qu'il faut pour que nous ayons la pluie et qu'on puisse avoir la promesse des saisons. Une très bonne récolte. Voilà, donc c'est le roi qui fait appel à cette population des Da. Et les Da maintenant vont faire appel au Bokoron et qu'ensemble, ils vont consulter les ancêtres, d'où on va effectuer les rituels sous le haut patronage de Dada. C'est un exemple parmi tant d'autres. Merci. Si dans la même société, il y a des cas de vol et que les Dada n'ont pas la paix, il y a des cas d'attaque, il y a des braquages, il y a des pillages, il y a l'esclavage. Le roi peut demander à ce que chaque chefferie traditionnelle dirigée, gouvernée par un Da, envoie des soldats, c'est-à-dire des Minona, d'accord, ou des Wanfunta, qui peuvent maintenant constituer une armée pour aller défendre la stabilité du territoire. Ce serait sur son territoire de compétence? Que ce soit sur son territoire de compétence ou non, pourvu que cette guerre qui est venue attaquer des humains autour de lui concerne des membres de ces chefferies traditionnelles qu'il gouverne. On a par exemple des royautés qui ont leur presse dans le Togo aujourd'hui. Parce que c'est avec l'esclavage on a obtenu la colonisation, et c'est avec la colonisation on a obtenu le découpage territorial qui nous a mis dans un statut de république. Et là où les pouvoirs sont limités sur une dimension, sur une superficie de terre donnée. Monsieur Dossa, la nouvelle loi sur la chefferie traditionnelle reconnaît désormais 16 royaumes au Bénin. Quelle appréciation? Donnez-moi cela. Il n'y a pas eu une nouvelle loi sur la royauté. Non. Sur la chefferie traditionnelle? Il n'y a pas eu une nouvelle loi sur la royauté ni sur la chefferie traditionnelle au Bénin. Ce qui a été adopté à l'Assemblée nationale? C'est juste, s'il faut le dire, ce qui a été adopté à l'Assemblée nationale n'est rien d'autre qu'un processus qui faciliterait, d'accord, l'exécution de certains fonds envoyés par la Banque mondiale, par l'UNESCO, d'accord, par notre gouvernement. Mais la loi est adoptée, il ne reste que la promulgation par le chef de l'État. Écoute, vous parlez de chef de l'État, vous parlez de la royauté, vous parlez de la chefferie traditionnelle. Justement. Qui est le chef de l'État et qui est la royauté? Qu'est-ce que c'est que la République et qu'est-ce que c'est que la royauté? Dites-nous. Est-ce que les deux sont compatibles d'abord? C'est là la réalité. Une république n'est rien d'autre que un pouvoir colonial installé et imposé par les colons ou des puissances coloniales après les séquelles et les crimes de l'esclavage et pur aussi, et les crimes de colonisation. Donc quand on parle de la République, on va parler de ce pouvoir colonial imposé par des criminels qui ont conduit des missions esclavagistes et coloniales vers les peuples paisibles occupant les côtes du golfe de Guinée. D'accord? Là, c'est la République. Et le pouvoir exécutif derrière la République, c'est le pouvoir des francs-maçons. Le pouvoir siégé sur le système monétaire qu'est le franc CFA, par exemple. L'ordre des banques, là, c'est la République. La royauté, quant à elle, est quoi? Dites-nous. La royauté, c'est le pouvoir siégé par des chefferies traditionnelles, d'accord, derrière lequel on trouvera des sociétés secrètes telles que le vaudou et ses démembrements. Monsieur et que le système, d'accord, d'échange à l'origine est le truc. Donc déjà, c'est deux choses différentes. Maintenant, quand on dit il y a eu de nouvelles lois votées à l'Assemblée nationale et qu'on a retrouvé, on a reconnu que 16 royautés.
posez-vous la question. Ces royautés-là datent de quand? Qui sont ceux-là qui nous ont ramené l'historicité de ces royautés reconnues par l'État béninois? Monsieur Dossa, la loi sur la chèvrerie traditionnelle au Bénin, quel impact sur l'histoire de la mémoire des déportés africains? Et s'il faut, du coup, compléter ce que je disais, c'est que aujourd'hui, nous sommes sur un territoire colonisé par la France. Cette France qui est arrivée en dernière position dans l'histoire des peuples autochtones du Dahomey. Et qu'avec cette France, on a connu des mouvements de razzia de l'esclavage. La France n'était pas seule. Il y avait les Hollandais, il y avait les Allemands, il y avait des Portugais, il y avait des Anglais. Et ceux-là sont venus avec une équipe militaire, une troupe militaire, un régiment militaire. Et c'est avec ce régiment, ces Européens ont formé des villes-comptoirs. Ces villes-comptoirs qui ont été des États militarisés, d'accord? Et avec ces États, les Européens ont profité pour saccager les peuples autochtones. Vous allez voir les 16 royaumes reconnus par l'Assemblée nationale. Leur historicité date de 1600 à nos jours. Est-ce à dire que sur le territoire, sur notre espace, des gens n'y vivaient pas il y a plus de 1600 ans? C'est la question. C'est la question qu'il faut. Donc du coup, cette loi a saccagé avant tout la mémoire et l'histoire des déportés. Mais il y avait des préalables? Qu'est-ce que vous mettez dans les préalables? Il y avait des commissions? Mais qu'est-ce que vous mettez dans la commission? La commission a travaillé. Il y a une commission qui a travaillé sur Mais en se fondant sur quoi? D'abord, laissez-moi vous dire... Ça doit être sur les histoires. Mais il s'agit d'une loi qui a été votée. Il s'agit d'une loi qui a été votée pour dévaster, saccager la souveraineté nationale, le vivre en commun. Comment? Mais oui, si les royaumes saccagés, autrefois saccagés, hein, au profit des esclavagistes qui ont mis sur pied les villes-comptoirs, si ces royaumes-là doivent se réclamer aujourd'hui, être béninois ou appartenir à la nation béninoise, ils n'ont plus leur histoire dans les cahiers du Bénin. Monsieur Dossa, la loi sur la chèvrerie traditionnelle au Bénin, que peut-on retenir sur la portée législative des articles et l'anthropologie de la royauté au Bénin? Vous parlez des articles et à la fois de l'anthropologie de la royauté. Justement. Est-ce que les gens vont vous dire que les colonisateurs qui sont venus nous imposer ces royaumes côtiers et qui nous font l'éloge, l'apologie de ces royaumes côtiers connaissent quelque chose du fa? Ça, je ne sais pas. Ah, mais c'est là le problème. Parce que toutes les preuves y sont aujourd'hui pour montrer que Porto Novo, le nom Porto Novo, mais ce n'est pas un nom gon. Parce que nous, historiens, on est en train de démontrer qu'il y a de mal donne là. Aujourd'hui, on a parlé du royaume de Hogbonu. Quand on parle de Hogbonu, le Hogbonu encore, ils ne se sont pas renseignés. Ils ont emprunté ce verbiage-là, d'accord, au slogan des rescapés. Parce que le nom Hogbonu signifie la porte de non-retour. On dit Hogbonu. L'historien qui veut dire, c'est pas ça, qu'il sollicite un débat, on va lui montrer. Un débat contradictoire. On va lui montrer les traces. D'accord? Donc la porte de non-retour ne se trouvait pas à Ouida, mais ici à Hogbonu. Mais c'est à Ouida que quand on ramasse les gens, c'est à Ouida qu'on les... Les intellectuels du Bénin ont un problème de logique. D'accord? Ils ont un problème de logique. Mais c'est ça qu'on nous a enseigné à l'école. Mais c'est ça, je vous dis aussi. Ils ont un problème de logique dans ce qu'on appelle le processus de la patrimonialisation de l'histoire et de la mémoire de l'esclavage. Et comment Porto Novo est la porte de non-retour, selon vous? Mais le nom Hogbonu, là, ça veut dire quoi, d'après toi? Est-ce que c'est un nom donné par les colons? Est-ce que c'est un nom donné par les Porte-Noviens? Ça, c'est un autre débat. Mais c'est là le problème. C'est un autre débat. Quand on quitte là, on va à Bomé. Est-ce qu'à quelque part, vous parlez de l'anthropologie de la royauté, est-ce qu'à quelque part, vous avez trouvé un petit royaume laissé à ce dents qui a été assassiné par Akaba pour que nous soyons des dents romains?
Cette tragédie est où? Quand vous allez à Alada, on vous dit le fondateur d'Alada, c'est Adjaoutor. Mais le nom Adjaoutor, vous comprenez le goût, vous comprenez le fond. Qui a tué qui? Et qui est le roi? Mais depuis quand? Celui qu'on a tué, sa population est où? Les personnes qui ont été déportées pendant cet assassinat se trouvent où? Mais écoutez, une commission de loi qui a bafoué du revers des mains les patrimoines matériels et immatériels, lui permettant d'écrire une histoire honnête, une histoire scientifique, d'accord? Une histoire classique. Parce que si la commission de loi a effectué les travaux suivant les normes, mais ces failles qui sont en train d'être relevées aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on ne serait pas en face de ces failles. Monsieur Dossa, tout à l'heure vous avez parlé de Dahomey et pour cette région, pour qui connaît Dahomey, il y a plusieurs rois. Je voudrais vous demander, pensez-vous que le législateur, dans la distinction des royautés, a pris en compte les cas de conflit qui engendrent la consécration des personnes sur le même trône à la fois? Oui, il y a plusieurs cas de conflit au sein des royaumes, que ce soit à Abomey. Si vous allez à Abomey, vous allez trouver le trône de Béanzin qui est là, le trône de Glélé qui est là, le trône de Guézo qui est là. Et on a forcément des souverains sur ces trônes. Justement. Mais c'est le seul royaume d'Abomey. D'accord? Alors, pourquoi ça? Pourquoi ça? Selon vous, qu'est-ce qui doit être fait? Non, au fait, c'est pour vous dire, la seule chose que le législateur a fait, et il faut l'applaudir, il faut l'apprécier pour ça, c'est que le législateur de cette mandature, ils nous ont aidés à distinguer ou à faire un état de lieu parfait, d'accord, des anciennes villes comptoirs, c'est-à-dire de ces communautés complices qui ont aidé dans la dévastation, l'esclavagisation de l'Afrique noire, du peuple noir. C'est tout. Et c'est un très bon travail qu'ils ont fait à ce niveau. Alors, parce que d'autres historiens viendront. Et que peut-être, si ce qui est fait aujourd'hui a été fait, si ce qui est fait aujourd'hui a été fait pour permettre une réparation des crimes de l'esclavage, c'est que les historiens de demain n'auront plus de quoi raffiner, critiquer ce qui a été fait. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas croire. Les mêmes députés qui ont voté une loi de reconnaissance de la nationalité, d'accord, pour les afro-descendants, d'accord, la binationalisation des afro-descendants, je ne peux pas croire qu'au même moment, cette même assemblée vote une loi qui saccage l'origine de ces afro-descendants. C'est là où il y a quelque chose qui ne cloche pas. D'accord? Dire aujourd'hui que Porto-Novo est un royaume et qu'à côté, un certain royaume de Quai n'existe pas, ou à côté, un royaume de Sceaux n'existe pas. C'est là où j'en viens. Ou à côté, il y a le royaume d'Ifaï. C'est là où j'en viens. D'accord, n'existe pas. Dans cette loi qui est déjà votée, on a constaté... Non, il n'y a pas eu une loi. Arrêtez de dire qu'il y a une loi. En fait, quand vous dites qu'il y a une loi, c'est que tous on est... Non. Il ne faut pas avertir l'intelligence, il ne faut pas avertir l'éveil du peuple. Il y a une génération consciente. Monsieur Dossa, des royaumes reconnus, nous avons constaté que, par exemple, la région Ouémé est totalement absente. Est-ce que Ouémé n'avait pas d'histoire? Le royaume d'Ifaïn, qui est le premier à fouler le sol, d'accord, de notre espace géographique, a été méconnu. Et tu parles de Ouémé. Mais comment ça s'est passé? Mais c'est que les députés n'ont pas effectué les enquêtes qu'il faut. Ils ont banalisé les patrimoines immatériels et matériels pouvant leur permettre de faire un travail crédible. Ils se sont servis des archives de l'Église catholique, l'archive des missionnaires. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un travail bâclé. Ayons le courage de le dire. Et qu'il faudrait que l'État aussi accepte qu'on le dise. Ça va permettre à notre pays de récupérer sa crédibilité vis-à-vis des chercheurs français, européens, belges et allemands. Non, il faut que l'État accepte. Le royaume de Fanvi et de Togbota, c'est des anciens royaumes reconnus depuis... Qu'est-ce qui s'est passé? Le royaume de Togbota a été détaché du royaume Tifani. 1600 ou 1500. D'accord? Oui. 1400, 1500. 1400, 1500, voilà. D'accord? Oui. Le royaume de Quai aussi a été détaché de ce même royaume.
Et Fanvi? Et Fanvi de même. Et que s'est-il passé? Le législateur a connu, je ne sais pas si c'est la trouille, face aux exigences, face à la pression de l'UNESCO ou face à la pression des archives de l'Église catholique, par exemple. Je vous explique. Prenons le royaume des Sceaux. Observons l'espace géographique. Est-ce que vous savez qu'au sein du royaume des Sceaux, on a le royaume d'Akpa, on a le royaume des Agégué, de partie du Nigeria. On a le royaume de Dankor, qui est au sein du royaume de Sceaux. On a le royaume de Wemedjigbe. D'accord? Et on a plus de 7 autres royaumes qui se trouvent seulement au sein du royaume de Sceaux. Mais qu'est-ce qui explique? Comment les gens ont pu abandonner la terre ferme pour se retrouver concentrés sur une péninsule? Quand vous allez aujourd'hui dans le royaume des Sceaux, vous allez trouver par exemple Sozonko, vous allez trouver par exemple Sotianwe, vous allez trouver par exemple Somaï. D'accord? Hein? Et posez-vous la question, quand on dit Somaï, d'après vous, ça veut dire quoi, monsieur le journaliste? Si on dit Somaï, ça veut dire qu'on ne peut pas amener le fusil là-bas? Ça veut dire l'âme ne pénètre pas. Le quartier de la résistance est clair et net. On n'a pas besoin d'être historien, on n'a pas besoin de qui que ce soit pour savoir que là, c'est les affronts. Mais quand les gens parlent de l'histoire, on abandonne la mémoire des résistants qui sont concentrés dans ce royaume de Sceaux. On va dire quoi? Et que le royaume de Sceaux occupait, d'accord, a occupé pendant une période de l'histoire l'espace de Porto-Novo. D'accord? L'espace que les Portugais sont venus arracher, les Sceaux étaient là. Allez à Porto-Novo, vous allez retrouver Sokomé à Porto-Novo. Oui. D'accord? Alors comment peut-on dire ça? Quand on prend le cas de la vallée de l'Ouémé, donc on va se poser la question, pourquoi cette condensation de 6 ans de royaume? Et ce serait probablement des personnes qui n'ont aucune connaissance des conditions de vie de nos ancêtres. Il y a de cela 4000 ans, 5000 ans, il y a de cela des millions d'années. Sinon c'est légitime. Mais c'est légitime en ce sens où l'eau était la première nécessité, le premier besoin humain. Source de vie. Source de vie. Et compte tenu de la fertilité également de la vallée de Lomé qui ne se limite pas aux 4 communes, mais qui allait jusqu'à Covey. D'accord? Et qui abordait les Atlantiques jusqu'à Abomey. Les gens étaient à la quête des conditions de vie favorables. D'accord? Donc, il y a de quoi qu'on ait cette condensation. Et à cette condition s'ajoutent les tragédies de l'esclavage. D'accord? Où les gens sont venus se concentrer pour former une armée. Abomey refuse de connaître les Agoudas. Il faut qu'on soit direct dans cette histoire, sinon on va croire qu'on n'a aucune connaissance de ce qui se passe. Les Afro, là. Les Afro-Brésiliens ou les Agoudas en général refusent de reconnaître le royaume de Ouémé. D'accord? Mais ils oublient la bataille de 1706 à 1709. Eux, ils vont dire 1708. La bataille de 1706 à 1709 qui a connu l'assassinat de Akaba, ce souverain commandant de la ville comtois d'Abomey qui a été assassiné par Yarassa. Et les Ouéménous ont marché dessus la ville comtois britannique, allemand et portugais d'Abomey. Les traces sont là. Si vous voulez, je peux vous faire lecture de ce qui s'est passé. Et que ce conflit continue, d'accord, avec ses conséquences dans l'administration béninoise jusqu'aujourd'hui. Monsieur Dossa a dit que l'histoire des peuples occupant l'actuel espace géographique du Dahomey démarre à compter de 1600 à nos jours. Oui, il faut le dire avec l'histoire coloniale. La France a démarré l'écriture de l'histoire du Dahomey à partir de 1600. Parce que c'est à partir de 1600, la France, elle est venue probablement au Bénin. Au Bénin. D'accord? Et une fois arrivée au Bénin, la France a acheté des actions. D'accord? La France a acheté des actions esclavagistes. Parce qu'il ne fait pas partie des premiers explorateurs du Dahomey.
Donc c'est plus tard, la France est arrivée. Il a acheté des actions avec des Portugais. Il a acheté des actions avec des Anglais. Il a acheté des actions avec des Hollandais. D'accord? Et puis, après avoir acheté ces actions, il est allé même signer un protectorat avec Porto Novo. Et ce protectorat qu'il a signé avec Porto Novo, c'est surtout à partir de l'étape où certains descendants des villes comptoirs ont commencé par croire à l'importance d'une liberté chez eux en tant que noirs. Donc on va vous dire que le roi Tofa a signé un protectorat avec les Français. D'accord? La présence de l'administrateur Victor Ballot. Et on va maintenant préparer de l'organisation des différentes guerres, des deux guerres entre la France et Dahomey. D'accord? Et puis, cette légitimité royale qu'on est en train de reconnaître pour Dahomey aujourd'hui, on va parler de la résistance de Béhanzin. Mais on ne dira jamais que derrière Béhanzin, on a les Britanniques, les Allemands, les Portugais, et que derrière Tofa, on a les Français. L'histoire ne dira jamais ça. Pourquoi? Ah mais oui, parce qu'on refuse de reconnaître que les Allemands fournissaient des armes, d'accord, des armes à feu aux soldats qui étaient derrière le commandant de guerre qui est Béhanzin pour le compte des Hollandais, des Portugais. Et laissez-moi vous faire remarquer dans cette émission, s'il y a des historiens béninois qui ne le reconnaissent pas, à Afamé, d'accord, à Afamé, Yovo Tonou, on a la mort du commandant Foras. Mais au même moment, il y a des Hollandais qui ont été abattus par les Français. Il y a des Allemands qui ont été abattus, capturés vivants par des Français. C'est ce qui a permis aux Hollandais de lâcher la guerre. Merci Alors, beaucoup. on vous dira que Béhanzin a gagné la guerre, mais ça vous dit que c'était une guerre entre Portugais, Hollandais, Britanniques, d'accord, et les Français. Et on ne vous parlera jamais du rôle joué par la conférence du Berlin. Parce que les clauses commerciales, sont là. On ne vous parlera pas de ça. Monsieur de Sanson, pratiquement à la fin de cette émission, mais permettez-moi de vous poser la dernière question. Quelles seraient alors les conséquences de cette loi sur les royautés reconnues par le législateur à travers cette réforme? C'est une réforme vraiment salutaire parce que tout au moins, les afro-descendants pourront faire aisément, d'accord, ce qu'on appelle un état des lieux. Ils pourront aisément distinguer les points de départ, les points d'embarquement de leurs ancêtres dans un état de non-lieu, de non-être et d'infériorité raciale vers un monde inconnu. Donc c'est super, parce qu'on dira que les rois du Bénin ont vendu les leurs, ça c'est clair, d'accord, on le dira. Maintenant si on le dira, on connaît désormais ces royaumes, donc ça c'est clair. Donc le législateur a fait un travail salutaire. Que vous appréciez. Mais j'apprécie, je suis un chercheur. Il y a des documents que je ne connaissais pas. Mais vous avez attaqué ça? Mais depuis qu'on a voté cette loi et on a cité des royautés, j'ai commencé par rechercher dessus. Et puis aujourd'hui, je suis en train de classer, de clarifier, d'accord, l'action, le rôle prépondérant joué par chaque royauté dans cette histoire de l'esclavage, c'est important. Parce que nous devons situer nos erreurs. Nous ne pouvons pas avancer dans l'histoire tant que nous ne situons pas nos erreurs et passées. Que justement en situant nos erreurs, nous les corrigeons pour connaître une belle avancée dans le temps et dans l'espace. Donc c'est important. Je ne peux que remercier là les députés de cette législature. Je remercie vivement le président de la République du Bénin et cette commission aussi qui n'a rien d'autre fait qu'apporter du grain de sel. Voilà, et puis à l'édifice, voilà. Et c'est important. C'est pratiquement la fin de l'émission. Quel est votre mot de la fin? Mon mot de fin, c'est de demander à ces royautés autochtones, endogènes, qui n'ont pas été reconnues par la nouvelle loi sur la chefferie, de garder leur calme, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Et ce qui se prépare... est en train de vouloir exposer leur honnêteté, leur innocence, d'accord, afin qu'un dommage, une réparation réelle leur soit faite ou présentée dans les jours à venir. Vous êtes dans le secret de Dieu? Mais écoutez, il n'y a que le futur qui nous est caché, mais tout au moins, on sait que
Le passé, le présent. Le passé, le présent. Et tout le monde sait que le présent est tributaire du passé. D'accord? Et que le passé est revanchard. Mais ne vous inquiétez pas. Ce principe ne changera jamais tant que nous vivons. Parce que les intérêts seront toujours au centre des débats. Ça, c'est clair. Bernard Dossa-Copé, merci. Merci, monsieur le journaliste. Fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.